Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le front unique. La fois précédente, nous avions présenté le front unique de manière générale. Le moment est désormais venu de parler des cas particuliers auparavant mentionnés, avec pour commencer le front unique prolétarien, autrefois nommé front unique ouvrier. Celui-ci a pour but premier de stimuler la lutte anticapitaliste là où c'est l'objectif majeur par excellence, à savoir dans les pays impérialistes, en créant le maximum d'unités d'action pour le prolétariat, déployé en tant que front groupé et auto-organisé contre la bourgeoisie. Il consiste en des concertations avec les organisations défendant les intérêts du prolétariat et celles où le prolétariat se rassemble afin de les arracher à l'influence des réformistes et bureaucrates, hésitant à agir lorsque la situation l'exige et préférant conserver leur soutien. Dans ce cadre, aucune organisation bourgeoise n'est admissible vu qu'aucune d'entre elles n'a de différence d'intérêt fondamentale avec le reste de sa classe qui pourrait la conduire à être une alliée fiable et combative pour le prolétariat. Il en va de même avec les organisations défendant plus ou moins les racailles ou le refus de toute assimilation, dans la mesure où les racailles sont des ennemis non seulement des prolétaires, mais aussi des autres classes laborieuses. Il sera d'autant plus nécessaire de s'aligner sur cette position ni bourgeois ni racaille que ces groupes poseraient comme condition préalable au front unique prolétarien que celui-ci soumette sa lutte de classe aux objectifs limités de l'Alliance, à savoir la défense du capitalisme pour les premiers et d'intérêts tribaux, délinquants ou criminels ainsi que communautaristes pour les seconds. Le front unique prolétarien s'étend ensuite sous la forme du front unique laborieux. Celui-ci regroupe les classes laborieuses, c'est-à-dire les gens un minimum assimilés devant travailler pour vivre et ne touchant pas de revenus de propriété significatifs, autrement dit le peuple. L'objectif du front unique laborieux est alors de résoudre la question de quoi faire vis-à-vis des classes laborieuses autres que le prolétariat, afin de les inclure dans le mouvement tout en restant cependant inflexibles sur le rôle dirigeant du prolétariat. On cherchera alors à créer le maximum d'unités d'action pour les classes laborieuses, organisées en tant que front groupé contre la bourgeoisie et sous la direction exclusive du prolétariat. Le but de cette manœuvre étant de trouver quelques soutiens supplémentaires au prolétariat sans pour autant contrevenir à l'exclusivité de son rôle dirigeant, tout en offrant aux classes laborieuses non prolétariennes une possibilité autre que la réaction. Il faudra en effet éviter de les exclure sans aucune souplesse si l'on veut qu'elles fassent autre chose que se précipiter dans les bras de la réaction, mais toutefois sous condition qu'elles acceptent le rôle dirigeant du prolétariat. Il s'agit donc ici d'élargir sans se trahir. On en profitera pour faire au passage un peu de propagande afin de leur démontrer que la petite propriété bourgeoise et le sursalaire bénéficient davantage à la bourgeoisie qu'eux-mêmes, au contraire d'une socialisation, enfin du moment qu'elle est réalisée par des égaux, des copropriétaires, donc pas des bureaucrates. Et enfin pour joindre à nous les quelques prolétaires soutenant ou ayant rejoint leurs organisations. Il est vrai que la théorie seule ne suffira pas, ce pourquoi l'action restera nécessaire tandis que cette propagande n'aura que des effets résiduels. Les cas des colonies et néocolonies nécessitent quant à eux une troisième sorte de front unique, le front unique anti-impérialiste. En effet, les bourgeoisies de ces pays peuvent être quelque peu fragmentées. Fragmentées entre quoi, me diriez-vous ? Eh bien, d'une part, entre les franges compradores, c'est-à-dire celles qui collaborent, se soumettent et profitent pleinement de l'impérialisme. Elles ont généralement des parts dans les grosses multinationales ainsi que dans les États des pays asservis. Celles-là sont donc sans conteste des ennemis de classe. Et d'autre part, les franges indépendantistes, qui souhaiteraient que leurs pays obtiennent leurs indépendances, formelles dans le cas des colonies ou réelles dans le cas des néocolonies. Et là, il n'en va pas de même. En effet, si les premières tendront à défendre vigoureusement l'impérialisme et l'asservissement de leur pays vu qu'elles profitent de tout cela, les secondes, dont les capitaux subissent bien souvent la rude concurrence des capitaux impérialistes ainsi que leurs interventions armées, sont issues de franges relativement moins puissantes ainsi que quelque peu mises à l'écart de la gestion de l'État local. Bien que leur train de vie reste tout de même confortable, leur situation les conduit tendanciellement à voir l'impérialisme comme un obstacle, et donc à éventuellement participer à un combat bien réel contre ce dernier. Qui plus est un combat que les travailleurs, premières victimes de l'impérialisme, tendront à massivement soutenir.
Il en résulte qu'il pourrait être ici envisageable de réaliser un front unique avec ces forces dans ces conditions, vu qu'on ne peut les renvoyer dos à dos avec les bourgeoisies compradores. Mais toutefois à condition que les mains des travailleurs ne soient à aucun moment liées, qu'il n'y ait aucune renonciation à la lutte pour le pouvoir, et encore moins la promesse de soutenir des gouvernements ou des mesures bourgeoises, a fortiori si ces dernières tendent à la réaction au fascisme ou à l'impérialisme. Ce front unique-ci vise alors à l'unité d'action entre travailleurs et nationalistes bourgeois contre les forces impérialistes, contre un gouvernement fantoche, contre une intervention militaire, ou encore à soutenir des mesures à potentiel progressiste comme des nationalisations de conglomérats privés ou l'abrogation d'archaïsmes précapitalistes. Il vise aussi à mobiliser le prolétariat en vue que celui-ci poursuive la lutte, car bien souvent les anti-impérialistes bourgeois ne vont pas jusqu'au bout de la leur, surtout si le prolétariat s'en mêle en réclamant des réformes sociales, si ce n'est une seconde phase de révolution, cette fois socialiste. Le cas échéant, le front unique devra être rompu et le prolétariat se chargera de devenir la classe dirigeante dès que possible, lorsqu'il le jugera nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vouloir étouffer ou temporiser les luttes sociales sous prétexte de réaliser d'abord l'unité nationale est le début de la trahison, et cela conduit quasi systématiquement à la défaite des mouvements sociaux. Le front unique suppose ainsi de refuser l'étapisme et d'adhérer à la révolution permanente. C'est donc avant tout sur le prolétariat que l'on devra s'appuyer pour la mener jusqu'à son terme. Notons que ce que je viens de dire ici sur les luttes sociales concerne d'abord les luttes socio-économiques, mais peut aussi valoir éventuellement selon les cas pour les luttes sociétales. Si la situation se dégrade, si la réaction triomphe, on pourrait devoir mettre en place des fronts uniques de circonstances. Ces derniers consisteront en un alignement des votes et des actions de l'organisation avec celles d'autres organisations opposées à la réaction uniquement sur les sujets où l'opposition à la réaction sera partagée. Il s'agit donc d'un front unique plus étendu dans le cercle d'application possible, mais plus restreint concernant les actions communes, les circonstances urgentes nous obligeant en effet à procéder ainsi pour contrer une réaction dont les conséquences pourraient être dévastatrices, y compris pour nous. On en profitera là aussi pour essayer de discrètement piquer des militants prolos en montrant qu'ils défendront mieux leurs intérêts de notre côté qu'ailleurs. Enfin, il peut y avoir des fronts uniques sociétaux avec des forces luttant contre des oppressions de nature sociétale, même si ces forces sont quelquefois politiquement bourgeoises du fait du caractère interclasse des luttes sociétales. Évidemment, ces fronts uniques doivent être dans ces cas-là plus limités, cantonnés à des soutiens. Et il faudra défendre une propagande pour articuler ces oppressions à la lutte des classes, puis chercher à recruter parmi la base prolétarienne de ces forces, de manière à cimenter une orientation de classe à ces luttes mettant initialement aux prises d'autres groupes sociaux. Je précise avant de conclure que les 5 fronts uniques que j'ai ici présentés ne sont pas exclusifs l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il se pourrait qu'émergent dans la pratique des fronts uniques hybrides, autrement dit qui combinent des caractéristiques de plusieurs fronts uniques types à la fois. Cette série de présentations du front unique est désormais terminée. Ce n'est cependant pas le cas de la série concernant les méthodes organisationnelles en général. Parce que si, avec le front unique, nous avons traité de comment s'organiser vis-à-vis de l'extérieur, des autres organisations, des autres forces, nous n'avons pas encore traité de comment organiser notre groupe, notre propre force. C'est donc ce qui va suivre. À plus tard donc pour de nouvelles vidéos traitant de méthodes organisationnelles.